Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Marianne Séverin, politologue, ainsi que nos deux éditorialistes, Lucien Pambou et Gratien Rukindi-Kiza. Ouvrons notre dossier du jour, la vie politique sud-africaine. Quel est le visage de la vie politique sud-africaine aujourd'hui? Élément de réponse avec ce reportage d'Olivier Conan, notre envoyé spécial en Afrique du Sud. Depuis la fin de l'apartheid en 1994 et les premières élections libres, l'African National Congress, ANC, domine la vie politique du pays. De Nelson Mandela à Jacob Zuma, en passant par Thabo Mbeki, tous les présidents de la République sont issus de l'ANC, qui a également remporté une majorité absolue aux élections législatives de 2009. À l'Assemblée nationale sud-africaine, l'ANC dispose de 264 députés. Le parti en deuxième position n'a que 67 députés. Certains observateurs craignent que cette écrasante domination de l'ANC constitue un risque pour la démocratie, les autres partis n'ayant pas voix au chapitre. Pour le secrétaire général du parti, cela est dû au fait que l'ANC représente toujours les aspirations du peuple. Le système politique permet cependant à chaque formation de se faire entendre. Nous avons plus de 266 partis régulièrement reconnus qui participent aux élections. Ils sont donc entendus. La raison pour laquelle nous avons choisi le système de la proportionnelle, c'est pour donner la chance aux partis qui n'ont pas remporté de circonscription d'avoir les moyens de se faire entendre. Nous avons des relations d'opposition les uns aux autres, mais nous ne sommes pas ennemis. Dans la province du Cap occidental, nous sommes le parti au pouvoir, ils sont de l'opposition et vice-versa dans d'autres provinces. Face à cette prééminence de l'ANC, les autres partis politiques essaient de sortir la tête de l'eau et faire valoir leur point de vue. Créé en 2008, le nouveau parti COP, Congress of the People, dirigé par Moshoa Lekota, regroupe d'anciens responsables de l'ANC proches de Thabo Mbeki. La formation politique cherche à se démarquer de l'ANC pour exister, sans pour autant fermer la porte à d'éventuelles alliances. Old ANC members, as well as new politicians, d'anciens membres de l'ANC et de nouveaux hommes politiques ont pensé qu'il y avait de la place pour un nouveau parti, destiné à être un bon parti d'opposition qui pourrait faire pression sur le gouvernement en matière de santé, éducation, lutte contre la corruption ainsi que la sécurité. Le plus grand parti d'opposition en Afrique du Sud est le DA, Democratic Alliance, ou en français Alliance démocratique. Il compte 67 députés au Parlement. Viennent ensuite l'AFP, Inkatha Freedom Party du chef Mangosuthu Buthelezi, et l'UDM, United Democratic Movement. Le NPP, New National Party, l'ancien parti national qui a érigé pendant des décennies la politique de ségrégation raciale en fondement de l'action de l'État, est en perte de vitesse. L'ancien parti de l'apartheid ne représente presque plus rien aujourd'hui. Plus marqué par des fondements religieux est l'ACDP, African Christian Democratic Party de Kenneth Meshoe. Pour le Parti démocrate chrétien, c'est la religion qui apportera les meilleures réponses aux problèmes des Sud-Africains. The South African landscape unfortunately tends to be divided along racial lines. Le paysage politique sud-africain est malheureusement divisé selon les barrières raciales. En général, les Noirs votent pour l'ANC, les Blancs, les Métis et les Indiens votent pour l'Alliance démocratique, ce qui est malheureux parce que cela a pour conséquence de polariser notre nation. En tant qu'ACDP, nous voulons apporter la réconciliation en politique. Nous devons avoir un paysage politique où tout n'est pas en fonction de la couleur. Il faut prendre en compte les idées politiques. Nous croyons qu'en tant que chrétiens, nous avons la solution pour l'unité nationale. Le christianisme est la seule chose qui peut rassembler le pays, que tu parles Tswana, Zulu, anglais ou afrikaans. Si tu es chrétien, tu crois au même Dieu de la Bible, tu crois aux mêmes principes et la couleur n'a pas d'importance. Or isiZulu or English or Afrikaans. If you're a Christian, you believe in the same Bible, you believe in the same principles, and color doesn't matter either. Première puissance économique du continent, l'Afrique du Sud n'en est pas moins confrontée à des problèmes sérieux. Naturellement, les partis politiques ont des visions différentes dans l'appréhension des problèmes et des solutions à y apporter. South Africa is not actually a liberal country. En fait, l'Afrique du Sud n'est pas un pays libéral. Nous sommes plus tournés vers les traditions et les valeurs familiales. Nous pensons que l'ACDP est plus en phase avec le cœur de la nation que les autres systèmes politiques. We need a better opposition in South Africa.
Definitely. Nous avons besoin d'une meilleure opposition en Afrique du Sud. Si des petits partis s'associent avec l'Alliance démocratique et le Congrès du peuple pour former une bonne opposition, c'est déjà bien. Mais nous devons mettre beaucoup de pression sur l'ANC, premièrement pour bien travailler et ensuite pour régler les problèmes et lancer de nouvelles initiatives pour créer des emplois. Parti au pouvoir au plan national, l'African National Congress, ANC, est naturellement dans la position d'accusé qui ne chercherait plus à régler le problème de la population, mais serait plutôt préoccupé par la préservation de son rang au bénéfice de l'élite du parti. Une accusation rejetée par le parti de Nelson Mandela, dont il est généralement admis que le candidat, le président sortant Jacob Zuma, est bien placé pour se succéder à lui-même à l'élection présidentielle de 2014. L'enjeu pour l'ANC est ailleurs. Nous ne devons pas nous inquiéter que la démocratie arrive un jour à maturité. Cela ne doit pas nous préoccuper. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les idéaux de l'ANC se propagent partout dans le pays et s'ils commencent à être dominants dans la société. Parce que l'ANC n'existe pas pour elle-même, mais pour la société. Pour les observateurs, le risque pour l'ANC de perdre sa suprématie dans le jeu politique sud-africain vient plutôt de Julius Malema. L'ancien président des jeunes de l'ANC, exclu du parti, vient de créer une formation politique dénommée IFF, Economic Freedom Fighters, en français les combattants pour la liberté économique. Le discours populiste de ce nouveau parti rencontre des échos favorables dans l'opinion. Une opinion publique très courtisée par les partis politiques à cause des élections générales à venir de 2014. Une échéance qui permettra de déterminer le poids réel de chaque parti politique sud-africain. L'occasion aussi, pour les autres formations politiques, de contester la domination et l'influence de l'ANC sur la vie politique de la nation arc-en-ciel. Marianne, quel est votre sentiment après la diffusion de ce reportage? Retranscrit-il les réalités de la vie politique sud-africaine? En partie, mais on a tendance à oublier que lorsqu'il y a des élections au niveau national, il y a également des élections au niveau provincial et il faut regarder aussi de ce côté-là. Il y a deux provinces les plus riches d'Afrique du Sud, dont une dont on a parlé tout à l'heure. La province du Western Cape qui est dominée par l'Alliance démocratique et que l'ANC aimerait bien reprendre. Et il y a la province du Gauteng qui est dominée par l'ANC et que l'Alliance démocratique aimerait bien prendre. Donc, lorsqu'on mesure l'influence et le pouvoir de l'ANC, il ne faut pas regarder qu'au niveau de l'Assemblée nationale et du gouvernement, il faut regarder également au niveau des provinces. Quel est le rapport de force entre les différentes formations politiques, celles qui dominent le plus? Alors le premier parti d'opposition, c'est l'Alliance démocratique, mais loin derrière l'ANC, le parti majoritaire. Mais pourquoi l'ANC continue à dominer? Tout simplement parce que les oppositions sont éclatées. Ça fait des années qu'on parle d'une coalition entre les partis d'opposition. Il ne se passe rien. À chaque fois, à la veille des élections, ils sont prêts à signer, comment dirais-je, une alliance. Rien. Chacun reste sur ses positions. Et entre parenthèses, l'Alliance démocratique est encore très blanche, même si à sa tête nous avons une africaine. Et lorsqu'on entend certains discours de la part de leaders de l'Alliance démocratique, ils ne représentent vraiment pas l'ensemble de la population sud-africaine, contrairement paradoxalement à l'ANC qui est un véritable parti multiracial, même si ça ne se voit pas, mais pour la simple bonne raison que les Africains sont majoritaires dans le pays. Lucien, quel regard portez-vous sur le paysage politique sud-africain? On a entendu dans le reportage des intervenants souligner les divisions, notamment en fonction des origines, et Marianne a également pointé les différences raciales. Je crois que pour parler de l'Afrique du Sud, de la vie politique sud-africaine, il faut repartir un peu après la libération de Mandela. Je veux dire que là, on a une visibilité, ce qui a été fait. Bon, on ne va pas revenir sur la lutte implacable de l'homme pour la liberté de tous les Sud-Africains, justement. Bien. La fin de l'apartheid institutionnel, donc dans les années 90, l'arrivée au pouvoir de Mandela a fait naître un espoir, une société arc-en-ciel. Cette société arc-en-ciel, qui a négocié vérité contre réconciliation, a permis de mettre l'Afrique du Sud, si vous voulez, sur une reconstruction. Or,
le départ de Mandela, un départ volontaire qu'il faut saluer. Il n'y a pas beaucoup comme ça de chefs d'État qui osent partir comme ça après avoir conduit les destinées de leur pays, il faut le dire. Le départ de Mandela, son remplacement par Thabo Mbeki et puis aujourd'hui par Zuma, a modifié tout simplement, je dirais, la carte politique. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi elle est modifiée, la carte politique? Alors, Marianne, madame, c'est vrai, mettez l'accent sur le fait que l'ANC, effectivement, dirige la vie politique, domine la vie politique. C'est normal. Il faut quand même savoir qu'il y a eu l'apartheid. Et que l'apartheid, même si institutionnellement elle est terminée, elle reste encore dans les têtes. La majorité noire, à la limite, continue de croire dans l'ANC, même si aujourd'hui, un de ses leaders charismatique, je veux dire de manière négative, parce qu'il faudrait tout un roman pour décrire la politique étrangère de Nzuma, on voit très bien que malgré tout, cette population, on accuse M. Nzuma d'incompétence, on l'accuse de corruption, mais on pense qu'il va être réélu en 2014 parce que l'ANC joue un rôle important. Mais il y a des fêlures. Alors, Desmond Tutu, qui a joué un rôle important dans la libération de M. Mandela, est en train d'aider effectivement un type, M. Manfela Rampelé, donc, qui vient de créer un parti Anga Reconstruire, pour effectivement mettre en avant, je dirais, un mouvement de conscience noire. Il y a d'autres fêlures. Bon, Julius Malema, le jeune radical, bien entendu, qui joue aussi un rôle important. Le COP, bon, c'est un parti, à la limite, Congress of the People, qui rassemble un peu les déçus comme M. Boutelesi, effectivement, de l'Inkatha, mais qui ne joue pas un rôle fondamental. Alors, pourquoi l'ANC? Je crois que l'ANC a eu un gâteau qui est absolument magnifique. Ce gâteau, aujourd'hui, il a l'impression qu'il le dépasse, il est trop gros pour lui. Pourquoi je le dis? Il y a le chômage des jeunes, bien entendu, il y a le problème de la précarité, il y a le problème des violences qui jouent absolument un rôle important, ce qui fait qu'un certain nombre de partis politiques montent au créneau en disant il faut redistribuer les cartes de la vie politique parce que l'ANC toute seule est quasiment incapable. Gratien, vous voulez réagir aux propos de Lucien? Bon, je suis d'accord sur ce qu'il vient de dire. En fait, l'ANC en soi va être réélu, mais non pas parce que l'ANC présente un programme qui attire les Sud-Africains. Et même on a entendu le secrétaire général dire qu'il aimerait bien que les idéaux se propagent partout, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que les idéaux soient appliqués par le même pouvoir de l'ANC. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration des Sud-Africains parce que Mandela, il a dirigé pour asseoir la cohésion nationale, l'unité du pays. Thabo Mbeki, plus pour faire connaître l'Afrique du Sud, la diplomatie, la politique étrangère. Et ça s'est très bien fait. L'Afrique du Sud a eu sa place. Zuma, il arrive au moment où on lui demande des comptes, l'économie, notamment au niveau social, au niveau de la population, la croissance, et aussi les Africains. Les autres Africains attendent que l'Afrique du Sud fasse un geste au lieu d'aller chercher plutôt les marchés, mais aussi d'aider les autres pays africains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ANC risque d'être les années qui vont venir, parce qu'aujourd'hui, il y a surtout cette notion de l'ANC de Mandela qui reste dans les têtes. On va voter ANC même sans savoir ce que l'ANC va présenter. Mais les jours à venir, on voit bien des jeunes comme Malema qui attirent beaucoup de foudre et avec une certaine propagande pourra faire basculer, pas basculer complètement, mais au moins avoir des places qui dérangent l'ANC. Marianne, vous avez l'air surprise des propos de Gratien. Oui, ce que j'aimerais apporter différentes nuances. Déjà, quand on parle de l'ANC au gouvernement, l'ANC n'est pas un parti seul. Parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a une alliance qu'on appelle l'alliance tripartite qui réunit l'ANC, le Parti communiste sud-africain et le syndicat majoritaire, le COSATU. Or, en ce moment, il y a une forte discussion pour que le COSATU cesse son alliance, parce qu'on ne peut pas être jugé parti dans un gouvernement. Le problème, c'est que là, on va avoir des listes pour savoir qui va se présenter aux élections pour l'Assemblée nationale, parce que tout le monde parle de Jacob Zuma. Si Jacob Zuma va devenir le président de l'Afrique du Sud, c'est simplement parce qu'il est président de l'ANC. Voilà. Le prochain président de l'Afrique du Sud en 2017, ça sera Cyril Ramaphosa, s'il est élu par la suite président de l'ANC 2 ans plus tôt. Vous voyez la nuance? En ce qui concerne
Julius Malema, alors je pense qu'il faut peut-être arrêter de rêver un peu de ce monsieur. C'est vrai qu'il est, comment dirais-je, il est à la mode. C'est vrai que c'est un populiste. Alors moi je l'appelle le raciste, populiste et sexiste. Oui, quand on tient compte de ses propos passés, je confirme ce que je dis. C'est un populiste, raciste. Il ne s'attaque pas qu'aux Blancs, il s'attaque aux Métis et aux Indiens, et je ne parle même pas de ses propos sur les femmes. Julius Malema, c'est un opportuniste parce qu'il, comment dirais-je, il s'appuie sur le désenchantement, notamment des jeunes. Mais on va voir les résultats, hein. Il n'a pas été le seul à le faire, on verra les résultats l'année prochaine. C'est quelqu'un de particulièrement dangereux, notamment quand il veut absolument qu'on applique les méthodes du Zimbabwe en Afrique du Sud. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne va pas jeter les Blancs sud-africains à la mer pour, soi-disant, récupérer des terres. Parce que ça voudrait dire que les anciennes victimes vont devenir des bourreaux, ce que Nelson Mandela, Thabo Mbeki et même Jacob Zuma, qu'on critique sans arrêt, n'ont jamais demandé. Et je pense que les autres leaders de l'ANC ne vont pas préconiser ce genre de choses pour la simple bonne raison que c'est une vision très négative qu'on va envoyer à la communauté internationale. Mais Julius Malema reste populaire chez une certaine partie de la population sud-africaine. Les plus pauvres. Qui votent? C'est pas dit qu'ils vont voter, parce que tout le monde part du principe qu'ils vont voter. Il y aura les primo-votants. Je ne suis pas sûre que ceux qui sont désabusés vont aller voter. On va voir. Ce qui va être intéressant de remarquer l'année prochaine, ce sont les taux d'abstention qui vont peut-être faire perdre la majorité à l'Assemblée nationale de l'ANC. Et quelque part, j'ai envie de dire, ça ne sera pas plus mal. Moi, je reviens sur... Marianne, vous avez soulevé la question de Zuma. Je reviens sur Zuma. Zuma fait venir effectivement M. Cyril Ramaphosa effectivement du milieu des affaires parce qu'il a en tête l'application du fameux programme de développement de 2013 dont on espère les résultats. Et vous nous dites effectivement, bon, peut-être que M. Cyril Ramaphosa va être le prochain président après Zuma de la République sud-africaine. Bon, il faut quand même s'interroger un peu. Je veux dire que la classe politique sud-africaine, bon, Thabo Mbeki avait mis en place le BEE, effectivement le Black Economic Empowerment, effectivement pour faire émerger une partie de la classe moyenne. Donc discrimination positive. Mais on a l'impression vraiment que depuis cette initiative-là, effectivement, cette initiative très forte, qui a profité à une minorité, on en est tous d'accord. On a l'impression que M. Thabo Mbeki, M. Jacob Zuma, est préoccupé, bien entendu, par lui-même, plutôt que par les problèmes multiples d'emploi du système éducatif, de la santé, que les Sud-Africains exigent. Vous parliez tout à l'heure de la réforme. Bon, la réforme des terres, effectivement, il y a un problème foncier qui est absolument important. Quel type de réflexion prospective M. Jacob Zuma met en tête? Rien, aucune réflexion prospective. Ce n'est pas Jacob Zuma qui décide, c'est le parti qui est au pouvoir, l'ANC. Oui. Le Parti communiste a été toujours allié à l'ANC, même pendant la clandestinité, des gens, même au niveau de l'ANC, dans les services de renseignement de l'ANC, il y avait des gens, des blancs du Parti communiste. Le Parti communiste a été vraiment comme un allié toujours, c'est considéré comme étant entre guillemets, vraiment le parti secondaire de l'ANC. C'est vraiment le seul parti, l'ANC, on peut dire que Zuma, il dirige, il a la main. C'est pas la main qui lui manque. Parce qu'il peut décider pour envoyer les militaires sud-africains à la République centrafricaine. Bah oui, pour des affaires. On le lui reproche. Oui. Je sais, mais ce que j'essaye de vous expliquer, que l'ANC, ce n'est pas un homme, c'est une collectivité. Oui. Ce sont des hommes et des femmes. C'est le comité directeur, c'est-à-dire qu'avant les élections de 2014, oui c'est ça, 2014, je vous signale quand même qu'en je crois que c'est en décembre 2012, il s'est passé quelque chose. La politique du pays est déjà décidée, pas forcément uniquement par Jacob Zuma. Et ce n'est pas Jacob Zuma qui a élu Cyril Ramaphosa. Il y a eu des élections. Bien sûr. C'est pas lui qui a la main. Et si on a élu
Cyril Ramaphosa, c'est pour rassurer les investisseurs, pour donner une autre image de l'Afrique du Sud. Moi, je suis désolée, tout le monde part du principe que l'Afrique du Sud doit représenter l'ensemble du continent. L'Afrique du Sud doit être le merveilleux pays qui doit être supérieur aux autres. L'Afrique du Sud est une démocratie comme une autre, une puissance comme une autre, qui ne fait de cadeaux à personne, qui protège ses intérêts, qui protège les intérêts de ses entreprises. Jacob Zuma, c'est un pragmatique. Thabo Mbeki, c'était un intellectuel qui nous a sorti sa renaissance africaine. Jacob Zuma, c'est la renaissance africaine qui profite aux chefs d'entreprise et à la classe moyenne. Et soit dit en passant, avant d'être un homme d'affaires, Cyril Ramaphosa a été l'un des membres fondateurs du COSATU. COSATU, oui, bien sûr. Un fin négociateur, soit dit en passant. Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa pour rassurer les investisseurs. Mais on a besoin de quelqu'un au moins qui rassure les Sud-Africains au niveau des réformes qui se passent. Aujourd'hui, on ne le voit pas. On rassure. C'est vrai qu'on rassure Cyril Ramaphosa. C'est un produit de cette façon-là d'arranger les Noirs. Pratiquement, ils ont eu des actions, des parts dans les entreprises. Il est monté, comme les autres, certains Sud-Africains, certains Noirs, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont oublié pratiquement les Noirs dans les bidonvilles. Les gens, on voit même à la télé, les Noirs sud-africains se plaignent. Ils ne se retrouvent pas concrètement. On a l'impression qu'ils ont plus rassuré les hommes d'affaires. Oui, les hommes d'affaires, on est dans les affaires, mais on a les Sud-Africains qui sont dans la pauvreté. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous parlez d'un pays qui sort de plus de 50 ans d'apartheid avec des inégalités inouïes? Oui. Et vous avez 20 ans. 20 ans d'une démocratie où il faut partager les terres, où il faut améliorer le système d'éducation, parce qu'il y a une ou deux générations de perdus. Il y a 20 ans. Mais plus de 20 ans. Oui, oui, mais il y a 20 plus de 20 ans. En ce qui concerne je suis d'accord, mais laissons le temps au temps et arrêtons d'être négatifs en ce qui concerne ce pays. On met en perspective simplement les blocages. Personne n'est négatif. Je ne dis pas les blocages et les errements de M. Zuma. Même si vous dites que, excusez-moi Marianne, même si vous dites que c'est une décision collégiale, c'est quand même lui qui est aux manettes et qui a poussé, comment dirais-je, Cyril Ramaphosa. Mais il faut le dire, d'une certaine manière, bien sûr. Ce n'est pas lui qui a poussé, entre guillemets, Cyril Ramaphosa. Ce n'est pas lui qui a poussé Cyril Ramaphosa, c'est sa stratégie pour avoir une meilleure image. C'est un stratège, on va pas lui faire le reproche. Et il faut absolument avoir une meilleure image de ce pays, tout simplement. En ce qui concerne Jacob Zuma, il faut aussi arrêter de le sous-estimer, parce qu'à force de le sous-estimer, parfois on passe à côté de choses qu'il fait bien. Ça lui arrive aussi de temps en temps de faire des choses bien. C'est nombreux mariages et c'est pas mal. Messieurs, dames, voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt. Élections législatives et municipales au Cameroun. Ce lundi, les électeurs étaient attendus dans les urnes en vue le renouvellement des représentants de l'Assemblée nationale et dans les 360 communes du pays. La transhumance politique alimente les discussions au Bénin. Certains partis se prononcent contre un projet de loi en ce sens. D'autres, comme la Renaissance du Bénin, ont ouvert les débats. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.